Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Il y a des odeurs qui vous rappellent ce qu'il s'est passé. Violée dès l'âge de 4 ans, Inès Chatin raconte les cérémonies pédophiles organisées par des intellectuels parisiens. Je vais vous lire l'article, il est juste totalement dingue parce que non seulement elle a été violée dès l'âge de 4 ans, mais elle a été violée toute son enfance par un réseau pédophile sur Paris. Et ça touche des personnes extrêmement connues et elle prend la parole et ça c'est une excellente chose. Mais juste avant, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs, merci aussi à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. En 2024, Libération publie une série d'enquêtes intitulée Les hommes de la rue du Bac, qui désigne plusieurs intellectuels français du 7e arrondissement de Paris, mis en cause pour des crimes sexuels commis pendant plusieurs années sur des enfants, notamment la fille adoptive de l'un d'entre eux, Inès Chatin. Pour la première fois, elle s'est exprimée publiquement ce mardi 7 avril sur France Inter. Ses principaux bourreaux, elle les nomme son père adoptif Jean-François Lemaire, qu'elle appelle Gaston, l'écrivain Gabriel Masneff, déjà mis en cause par Vanessa Springora, l'ancien patron du Point, Claude Imbert, l'académicien Jean-François Revel, l'avocat François Guibaud ou encore l'évêque Jean-Michel Di Falco, récemment condamné pour des faits de pédocriminalité. Une enquête judiciaire est en cours, même si les faits sont prescrits. Inès Chatin a été adoptée avec son frère par un médecin marié pour la façade selon elle, à une héritière qui subit des violences conjugales. Maman a eu très souvent des marques tout à fait visibles, des bleus à minima, voire bien pire. On a été élevé dans un environnement très masculin, avec une forme presque de coparentalité de ces hommes sur nous, décrit-elle. Avant de préciser que les enfants devaient les appeler oncles, des années plus tard, ils lui seront même tous imposés lors de son mariage par son adoptant qui les avait invités. Parmi les violences qu'elle a subies de l'âge de 4 ans à 8 ans, je vous laisse imaginer l'horreur, elle explique les jeux au micro de France Inter. Les enfants étaient placés au milieu d'un groupe d'hommes masqués et portant des capes. Je vous rappelle que les médias mainstream nous disent que nous sommes des complotistes. Je vous rappelle que la droite qui nous traite de populo-conspi nous dit que cela n'existe pas. D'accord ? Avant, on leur avait fait ingurgiter une boisson blanche. Inès Chatin ignore ce qu'elle contenait, mais soupçonne, d'après les ordonnances retrouvées dans les archives de Jean-François Lemaire, la présence de plusieurs médicaments, dont un anxiolytique, le Temesta, sans doute destiné à nous étourdir un peu de manière à ce qu'on ne soit pas en rébellion. Quelque part, j'ai toujours pensé qu'heureusement il y avait eu ces médicaments, parce que cet effet un peu planant permettait peut-être que ce soit plus facile à supporter, ou moins difficile. Ces hommes qui entouraient les enfants étaient munis de divers objets qui vont servir à les pénétrer, poursuit Inès Chatin face à Sonia Duvidier. C'est insupportable. Tout de suite là où on a des scènes qui nous arrivent, on a malheureusement notre imaginaire qui fonctionne et c'est insupportable. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas d'enquête. Alors certains sont morts, d'autres non. Y avait-il d'autres personnes ? Parce qu'on peut facilement croire que, hormis les noms qu'elle a cités, qu'il y avait d'autres personnes, bien sûr. Mais en France, vous pouvez mettre des masques et des capes et puis sodomiser des enfants et tout se passe bien. Les enfants ne devaient pas pleurer. Le fait de pleurer attire de nouveau l'attention et prolonge un peu le supplice dans ses participants, se souvient Inès. De ces supplices, l'enfant qu'elle était en a gardé des souvenirs sensoriels. Quand on vous interdit la parole, c'est le corps qui crie. Et quand vous recroisez ces hommes dans chaque grain de leur peau, dans chaque pore, dans chaque goutte de transpiration, il y a ces odeurs qui viennent vous transpercer et vous rappeler de nouveau ce qui s'est passé. L'évêque Jean-Michel Di Falco, qu'elle n'évoquera plus car elle fait une nouvelle demande d'audition à l'office mineur, est celui qui déclenchait chez elle la pire des réactions. Inès assure avoir été livrée par son père adoptif jusqu'à la puberté à Claude Imbert et à Gabriel Masneff. Jean-François Lemaire a reconnu ses viols à la toute fin de sa vie. Placé en EHPAD, elle a accepté de revenir avec sa fille. Il a accepté de revenir avec sa fille adoptive sur ces années à travers des heures de conversation qu'elle a enregistrées. Heureux de léguer son héritage intellectuel. Et oui, cet homme-là est heureux. Et malheureusement, il a fini ses jours tranquillement dans un EHPAD. Il justifie très calme, avec le sourire, en se référant à l'Antiquité gréco-romaine. Il s'en glorifie même.
raconte Inès, m'expliquant que c'est une manière d'ouvrir la voie aux enfants. L'enfant était par zèle, peut-être pas par goût, mais le résultat était le même, l'objet des attentions sexuelles de ses aînés. Entend expliquer Jean-François Lemaire dans ses audios. À l'issue de ces entretiens, Inès Chatin a compris que le souhait de tous ces hommes était que ça passe les générations, c'est ce qui l'a poussé à parler. Inès a collaboré avec le journaliste Willy Ledevin à un livre intitulé Les hommes de la rue du Bac. Elle a témoigné, communiqué les documents retrouvés dans l'appartement de son père adoptif. Depuis, d'autres femmes ont accepté de parler, mais pas toutes. Inès raconte que quasiment à chaque dîner mondain, l'une d'entre elles vient la trouver dans la cuisine pour lui dire « Tu sais, moi aussi, mais chut, ne dis pas mon nom ». Elle appelle ses victimes silencieuses à nommer les agresseurs pour briser l'omerta qui continue de museler ces familles sur lesquelles la honte ne doit pas rejaillir. On imagine très facilement le nombre de jeunes filles qui ont subi ça. Ça a duré pendant des années. Elles, de 4 à 8 ans. On peut aussi facilement imaginer qu'ils ont été encore plus loin avec les autres. Ils ont choisi un âge où elles sont suffisamment grandes et pas assez vieilles pour se révéler, pour comprendre. Moi qui pensais que des gens qui se réunissent avec des capes, que ce soit dans des loges maçonniques ou dans des réseaux pédophiles, étaient complotistes. Inès Chatin n'est pas une folle, hein. Elle l'a vécu. Le pire, c'est que... Enfin, le pire. Elle a des preuves, elle a des enregistrements. Son père adoptif. Enfin, c'est la double peine. Elle, c'est vraiment une vie affreuse. Comment vous voulez vous construire et devenir adulte, avoir une vie? Vous avez été adopté, vous avez été violé. Et puis, elle a été, violée de la pire des manières. Parce qu'elle n'en raconte plus. Là, je vous laisse vraiment une brève, bien sûr, de ses déclarations, de son livre, si vous voulez le lire, ou retrouver les meilleures pages, entre guillemets. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de meilleures pages dans son histoire, mais sur Internet. Je vous laisse facilement imaginer ce qu'ils étaient capables tous de faire à ces pauvres enfants. Et puis, encore une fois, on s'aperçoit, il n'y a pas d'enquête, ou alors on dit que c'est prescrit. Tous ces mecs-là sont morts de leur belle mort, étaient des gens connus. Ils avaient pignon. Ils étaient invités partout. Ils faisaient partie du gratin, bien sûr, de l'élite médiatique, philosophique, de la vie parisienne. Magenef, il était invité partout. Et en plus, c'est un mec qui s'en cachait pas, hein. Parce que vous avez certains d'entre eux, ils ont écrit des livres à l'époque, dans les années 70, dans les années 80. Ils n'hésitaient pas du tout à exprimer publiquement leurs envies, hein. Eux aussi, comme des mecs comme Jacques Lang ou comme Frédéric Mitterrand, nous expliquaient très calmement qu'ils partaient en Thaïlande, au Maroc, parce que là-bas, ils avaient libre accès aux enfants et c'est tellement plus marrant. Et qu'ils regrettaient que la France, moi je me souviens, était rétrograde sur la pédophilie. Enfin, c'est hallucinant. Vous avez un extrait d'une émission d'un avocat, d'un de ces gars, qui explique très calmement, c'était dans l'émission de Frédéric Tadei sur France 3 à l'époque, Ce soir ou jamais, si je me trompe pas, qui explique calmement qu'on devrait ouvrir un oratoire sur la question de la pédophilie, qu'il n'y a rien de sale, que les enfants en demandent et que la sexualité, bien sûr, est quelque chose de tout à fait normal pour un enfant de 4 ans. Alors bien sûr, je dois rester poli, courtois, mesuré. On est sur YouTube. YouTube n'acceptera pas leur sort que je leur réserverai. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que la parole, quand même, se libère de plus en plus. Ce genre d'affaires, ce genre de témoignages se multiplient. Est-ce que l'affaire Jeffrey Epstein est une raison? Enfin, je suis en train de me demander en ce moment pourquoi autant d'affaires explosent. Et à chaque fois, il y a du réseau, hein. C'est jamais un mec isolé dans son coin. Il y a des pédophiles isolés dans leur coin. Et il y en a. Il faut les, bien sûr, sanctions comme les autres. Ça, c'est pas ça le souci. Mais je dis que le nombre d'affaires où il y a du réseau, des gens qui se réunissent, c'est pas seulement des gens qui se réunissent des hommes qui se réunissent dans une pièce avec des enfants qui se mettent tout nus et qui les violent. Il y a une cérémonie derrière, il y a une cape, il y a un masque. Qu'est-ce que ça cache? Appartiennent-ils à un groupe? Quel groupe? Quelle obédience? Juste entre parenthèses, mais beaucoup de ces hommes sont des francs-maçons. Ça, elle oublie de le dire, bien sûr, mais moi, je vais le dire. C'est facilement vérifiable. Vous tapez leur prénom sur Internet. Il faut savoir qu'il est très facile de savoir si quelqu'un est franc-maçon ou pas, à quelle loge il appartient et quel est son rang. C'est très facile, hein. C'est quasiment public en France. Ce qui est terrible aussi, c'est les victimes.
Alors je comprends pour une femme d'aujourd'hui, quand vous avez maintenant aujourd'hui 40 ans, vous avez votre vie, vous avez votre vie de famille, vous n'avez pas forcément envie peut-être de vous replonger dedans, mais est-il facile? Est-il facile d'oublier cela? Je vous la mets en grand, Inès. Ça c'est important. Les victimes surtout. Les victimes. Moi j'aimerais que ces femmes-là aujourd'hui parlent. Il faut que de tous les gens qui ont subi ça. Vous imaginez le nombre de gens, de réseaux pédophiles qu'il y a en France? Les horreurs qui ont été commises et qui continuent d'être commises. Dans un silence assourdissant. Et là, je parle pas forcément des gens du peuple français, je parle des gens qui sont victimes, des gens qui sont au courant. Parce que on voit bien que cette petite oligarchie, ce pouvoir, qui au final est un petit nombre de personnes, se tient par la main et personne n'ose parler. Parce que tout le monde compte sur les uns les autres pour avoir telle promotion ou pour y grimper. Il est vraiment temps que la parole se libère. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.